Jeudi 7 mars 2019, merci de nous rejoindre sur un autre numéro du Grand Rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Quel temps fera-t-il demain? Découvrons-le ensemble avec la météo. Voilà, 4 rubriques au menu ce soir. La radio nationale est à l'honneur dans le Grand Rendez-vous. 66 ans d'existence au service de ses auditeurs. Bien sûr que ça se fait. Nous donnons donc la parole à un fidèle auditeur dans la rubrique expert. Des plus précoces sur toute l'étendue du territoire national, le Bénin en a connu et pour beaucoup d'agriculteurs, c'est une excellente nouvelle. Ceci pour un regain d'activité et de productivité agricole. Mais est-ce vraiment le cas? On en parle tout à l'heure dans le monde agricole. Nature et bien-être, ce soir, nous parle de la cardiopathie congénitale. Comment se manifeste le mal? Peut-on l'éviter? Autant de questions qui trouveront réponse avec Yasmine Damata et son invité. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, s'est achevé depuis le 2 mars dernier. Nous revenons sur la participation du Bénin à cette rencontre internationale dans la rubrique Horizon Culture. Et puis le Grand Rendez-vous, c'est aussi le journal. Aujourd'hui, nous sommes avec Nadej Sani. Nadej Sani, bonsoir. Bonsoir Agnate Bello. Comment vous allez? Très bien Agnate, et chez vous? Ça va très bien aussi. Nous vous laissons pour la présentation des titres et on se retrouve après. Merci à vous Agnate Bello. La radiodiffusion nationale commémore son 66e anniversaire ce jour. On s'intéresse au parcours de cette chaîne qui existait bien avant l'avènement des TIC. Les médias audiovisuels doivent jouer un rôle d'éducateur à travers les programmes diffusés. Tiennent-ils toujours compte de ce rôle, surtout pour les enfants? On en parlera dans cette édition du soir. Et puis la journée de la femme sera célébrée demain. Les femmes leaders de plusieurs pays francophones se sont retrouvées à Cotonou. Elles veulent mettre le leadership féminin à contribution pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Et oui, la femme est au cœur de nombreux défis. On a hâte de découvrir ce reportage sur ces femmes fortes là tout à l'heure à 19h45. Donc le rendez-vous est pris, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Pour l'instant, le premier plateau du Grand Rendez-vous peut s'installer. Expert. 66 ans déjà que la radio nationale essaie de vous contenter, chers auditeurs. Qu'est-ce que vous avez véritablement aimé? Parfois, on oublie de vous donner la parole. Eh bien, sur le Grand Rendez-vous ce soir, vous aurez la parole à travers un fidèle auditeur. Mais avant, nous allons vous inviter à suivre un extrait du document d'Armel Dosukago sur la radio. D'accord, j'ai rendez-vous. Bonsoir.
Ah, donc comment vous allez? Ça va bien, merci. Et vous? Oui, ça va très bien. On m'appelle Amandla. Il faut dire que la radio a connu des évolutions. Évidemment, elle n'est pas restée la même. Celle que nous avons connue en 1953, à l'origine, n'est pas restée la même. Il y a eu, on va dire, à tout le moins, des évolutions technologiques. Qu'au départ, on émettait en ondes courtes, en ondes moyennes, que le système de modulation de fréquence, ce qu'on appelle FM, est arrivé, et que nous avons d'autres supports de diffusion aujourd'hui. Donc il y a eu des évolutions, au moins sur le plan technologique. Avant, la radio était une radio mixte, si je puisse m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que la même radio émettait en langue française et en langue nationale. Mais depuis un certain temps, nous avons une radio qui s'appelle Radio Benalafia, qui n'émet qu'en langue nationale et qui est séparée de la radio nationale qui n'émet qu'en français. En général, le médecin peut interagir avec les données. On a craint, avec les nouveaux médias, les réseaux sociaux, que la radio soit ringardisée. C'est vrai que pour certains jeunes, ce n'est pas tendance aujourd'hui d'écouter sa radio, mais nous l'avons si bien compris que nous sommes allés chercher les jeunes là où ils sont. Ils sont sur les différentes plateformes, ils sont sur Facebook, ils sont sur Internet, et il fallait faire une autre offre radiophonique au niveau de ces différentes plateformes pour rattraper les auditeurs, notamment jeunes, qui ont migré vers ces différentes plateformes. Et donc ça fait que, au lieu d'être une menace, ça a été plutôt un atout qu'on a utilisé pour renforcer notre influence en tant que radio, média qui va vers les masses. J'ai tout simplement envie de vous dire que vous m'avez manqué. Mesdames, Messieurs, c'est vrai. Bonsoir, vous êtes les bienvenus sur votre émission. Merci de votre fidélité. Alors d'ici, j'imagine vos interrogations. De quoi va-t-elle nous parler cet après-midi? Eh bien, je viens avec la promesse de tout vous dire sur les relations entre le numérique et la bonne santé. Merci à vous, Amel Dosukago, pour cet extrait du documentaire qu'on a apprécié. Merci à vous pour sa réalisation. On remercie aussi tous ces acteurs-là de la radio qui luttent pour que la radio puisse toujours faire parler d'elle et surtout en bien. Sur ce plateau, ce n'est pas notre fidèle auditeur qui nous dira le contraire. Bonsoir, Anselme Diagba, comment vous allez? Bonsoir, Alia, je vais très bien, merci. Et vous? Bien, merci. Vous êtes auditeur fidèle de la radio nationale. Oui. Et aujourd'hui, on espère que BB24 aussi va gagner un fidèle téléspectateur. Forcément. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Déjà, moi, j'aimerais comprendre, qu'est-ce qui pourrait expliquer cet attachement que les auditeurs ont envers la radio nationale? C'est tout simple. La radio nationale a été toujours une radio qui est plus répandue sur le territoire national. Et depuis mon bas âge, je l'ai toujours écouté. Entre-temps, j'ai fait mon enfance au Gabon, je suis rentré au Bénin, tout ça. Mais la première des radios que j'ai toujours écoutée, c'était la nationale. Et je m'en souvenais quand j'étais encore plus jeune, quand on allait au cours, à l'école, à 14h déjà, il y a l'émission en fond, en langue nationale fond qui passait. Et on savait que 14h sonnait déjà, qu'il fallait se préparer pour repartir à l'école. Alors, cette radio était alors présente dans votre quotidien, puisque à travers même ces programmes, vous arrivez à vous situer dans le fuseau horaire, ça vous accompagne tout au quotidien. Est-ce que vous avez l'impression que la radio est toujours dans ce rôle? Ah oui, et là, elle a même dépassé ce rôle aujourd'hui parce que je la trouve aujourd'hui plus dynamique. Parce qu'aujourd'hui, c'est un monde de défis et cette radio essaie d'émerger. Carrément, moi, je l'appelle souvent l'ORTB la plus forte et la plus efficace. C'est mon slogan à moi. Votre slogan à vous. Ouais. Dites-nous au nombre de ces programmes-là, lequel vous appréciez, vous affectionnez particulièrement? Ouf, il y a assez de programmes que j'affectionne, mais je peux en dire, il y a par exemple Vécu, oui. Animé par Eman Kwadjo Pokamen. Si. Et il y a aussi Vivre mieux, animé par Placide Kofi, oui. Il y a aussi l'émission de Madame Afi Estelle Pinceau sur la santé à base des plantes.
et autres. Il y a tellement d'émissions, hein. Il y a aussi l'émission d'Amidou Saka. Il y a plein d'émissions parce que la radio elle est allumée chez moi 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Ouais. Dites-nous, est-ce que vous avez l'impression que ceux qui sont autour de vous aussi partagent cette affection que vous avez pour la radio? Ah si, parce que quand vous allez même à l'intérieur du pays, la radio la plus écoutée, c'est l'ORTB. Aujourd'hui, il y a plus, comme ça a été départagé, il y a celle des langues nationales. Là, oui, la radio Alafia. La radio Alafia, voilà, qui est plus écoutée à l'intérieur du pays, vu que nos populations, la majorité aiment mieux le vernaculaire, voilà, en langue, voilà, donc c'est ça. Donc autour de moi, je constate que ça suit. D'accord. Maintenant, pour vous, hein, vous l'avez dit tantôt, la radio 66 ans après, les défis sont autres. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que nous avons une radio qui est dans son temps? Ah oui, elle est dans son temps. Elle est dans son temps du moment où aujourd'hui il y a assez de jeunes très dynamiques au sein de cette radio. Parce qu'on a constaté que la classe est renouvelée, il y a tellement de jeunes et ces jeunes sont au fait en contact avec la population. Et les jeunes savent ce que nous attendons, nous, auditeurs fidèles, de la radio. Donc en retour, ils essaient de se conformer aux normes actuelles, ils essaient de chercher des émissions qui pourraient faire essayer à ce que les jeunes puissent suivre, effectivement. Justement, vous, en tant qu'auditeur, qu'attendez-vous particulièrement de la radio? C'est l'occasion, hein? Nous avons leurs supérieurs hiérarchiques qui nous écoutent et qui tiendront certainement compte de toutes ces propositions-là. Bon, la première des choses, j'aurais souhaité que la radio soit plus l'émetteur, je ne sais pas, bon, le côté technique, je ne connais pas trop, oui, mais que les émetteurs soient plus transmis partout parce que quand je vais à Grand Popo, par exemple, pour la voir, c'est tout un problème. Et parfois, à cause de ça, j'écoute mes séjours, je reviens à Cotonou. D'accord. Donc, vous auriez préféré pouvoir l'écouter partout? Partout, voilà, sur toute l'étendue. Est-ce votre seule doléance? Oui, il y a ça. Et de l'autre côté aussi, j'aurais souhaité qu'il y ait plus une descente vers la population. Parce qu'on constate que les radios de proximité ont souvent leurs gens qui viennent nos mamans, nos papas, dans le fin fond du Bénin. Et bon, pour eux, ils se disent, bon, la radio étant toujours un mythe, non. Il faut mieux que l'ORTB puisse descendre sur le terrain, aller vers la population. Alors, vous avez envie donc d'écouter un peu plus le peuple lui-même se prononcer sur certains sujets et tout. Mais quand on parle de façon générale, hein, la radio est là pour tout le monde, on le dit, mais est-ce que tous les secteurs d'activité se retrouvent un peu dans ces programmes? Ah, ça, je vous avoue que oui, parce qu'il y a une pluridimension d'émissions que l'ORTB et la Radio Nationale a initiées. Parce que quand vous prenez par exemple sur le plan religieux, tout le monde se retrouve. Animistes, christianistes, musulmans, célestes, chrétiens, en fait, tout le monde se retrouve. Quand vous prenez le secteur de la santé, par exemple, il y a plein d'émissions qui nous édifient aujourd'hui sur bon nombre de maladies que nos parents pouvaient éviter. Que la radio initie aujourd'hui. Je parle par exemple de l'émission de Madame Afi Kinso. Oui. Voilà. Là, ça passe très bien. Ses invités nous édifient et c'est super. C'est super. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Radio Alafia, on a beaucoup plus de langues à ce niveau, mais la radio nationale aussi continue de s'exprimer en langue. Est-ce que vous avez parfois l'impression que quand vous l'écoutez dans votre langue, vous êtes beaucoup plus concerné? Ah oui. Et la langue nationale est un vecteur de communication et beaucoup plus d'approche. Quand vous avez quelqu'un en face qui parle votre langue, vous vous sentez appartenir d'emblée à ce que la personne est en train de vous dire. Et ça entre plus. Donc, mais dans ce cadre-là, à l'ORTB, à la Radio Nationale, souvent, ils arrivent qu'ils expliquent des choses en langue. Sur la radio nationale, oui, ils arrivent à expliquer des choses en langue. Et c'est très bien, juste un truc de 10 secondes minutes, ou 5 secondes, là, voir le temps. Le temps que le message passe. D'accord. Alors, vous avez suivi l'évolution de la radio. Il faut dire que c'est une radio qui est aussi présente sur les différents réseaux sociaux aujourd'hui. Même en ligne, on peut suivre la radio. Est-ce que pour vous, c'est une véritable révolution? Ah oui. Une très grande révolution et je remercie beaucoup les autorités de l'ORTB et l'État béninois qui vraiment apportent dans ce domaine-là. Parce que sans ça, la radio ne serait pas à ce niveau.
Parce qu'aujourd'hui, nous devons remarquer que nous sommes dans un monde très évolutif, très dynamique. Donc, il fallait que la radio nationale suive ce pas et continue d'ailleurs. Parce que là, elle n'a pas encore fini, il faut qu'elle continue. Parce qu'il y aura plusieurs améliorations au niveau technique actuel, comme on le dit, les NTIC là, qui évoluent tout le temps là. Donc, il va falloir qu'elle se mette au pas. D'accord. Souvent, hein, dans certains pays, on a parfois peur que la télévision ne prenne le pas sur la radio. Pour vous, est-ce que nous avons une radio qui arrive, et en dépit de toute la concurrence qui existe dans le secteur, à s'imposer? Ah oui. Sans modestie, la radio nationale demeure la mère des radios. Toute modestie à part. Elle arrive vraiment à s'intégrer, à s'adapter. Et je ne vois pas... Bon. Mais quand vous essayez de faire des enquêtes sur le terrain pour voir, vous verrez l'audience. La radio nationale, elle est très suivie. Très suivie un peu partout, mais vous dites à Grand Popo, c'est un peu plus compliqué. Vous souhaiteriez pouvoir l'écouter même à Grand Popo. Oui. Alors là, on a des animateurs qui nous suivent, ça c'est notre bonus spécial ce soir. Qu'est-ce que vous auriez aimé comme sujet? Peut-être par exemple demain matin à 7 h à la radio, vous l'ouvrez, votre poste récepteur, et vous captez ce message-là. Quel message vous auriez souhaité? Ah, le message que j'aurais souhaité, bon, qu'on puisse dire, bon, le DG de l'ORTB a accepté qu'à Grand Popo désormais, qui est la radio nationale, qui soit suivie 24 heures sur 24, et qu'il n'y ait plus d'interférence des fréquences, parce que c'est souvent des radios togolaises et les radios de proximité qui prennent le pas sur la fréquence de l'ORTB. D'accord. On espère que le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Est-ce que, en tant qu'auditeur, parfois vous avez des creusets où vous échangez? Est-ce que parfois vous avez l'impression que vous pouvez interagir avec les animateurs de cette radio-là? Oui, bien sûr. Bon, je fais une confidence. J'ai des animateurs là à la radio, j'appelle souvent et je leur dis, ben, tiens, j'ai une émission à vous proposer, est-ce que vous ne pouvez pas faire ci, est-ce que vous ne pouvez pas faire ça? En offre, et on essaye d'étoffer. Je profite par là pour remercier Herman Pocamin, parce qu'il a initié, il y a une émission maintenant qui passe pour les personnes du 3e âge. C'est très bien, c'est très bien, c'est un truc qu'on avait dit en coulisses, mais voilà, ça s'est passé et puis ça marche, ça marche. Vous me donnez aussi l'occasion de plaider un peu la cause de nos anciennes gloires, les artistes, qu'on puisse les valoriser. Parce que davantage. Paix à l'âme de regretter Toron qui vient de partir. Ce n'est pas souvent à leur mort, à leur décès qu'on doit les célébrer, non. On doit les célébrer de leur vivant. D'accord, ce qui est sûr, hein, à la radio, on écoute aussi les nouvelles voix, on écoute aussi les anciennes voix. Donc pour vous, il ne faudrait pas que les voix les plus glorieuses qui sont en train de nous quitter puissent tomber dans l'oubli. Ah oui, pas du tout. Ça, là, ce n'est pas bien. Exemple, ce matin, moi, j'étais très content de suivre un des anciens journalistes qui a parlé à la radio ce matin, avant de venir. Je suis ça comme d'habitude, c'est 24 h 24. J'étais très content. C'était quoi l'émotion? Est-ce une voix que vous écoutiez en fond? Oui, Monsieur Fernand Zopota, j'étais tellement content, j'étais ému. Il y a aussi un doyen qui a commencé à l'ORTB, mais qui est maintenant à l'international, qui est même retraité maintenant, mais qui continue toujours de suivre la formation. Oh là là, j'ai perdu son nom. Non, le nom vous reviendra certainement avant qu'on ne se quitte. Si vous aviez un message à l'endroit, puisque ça fait quand même 66 ans d'existence, on a peur parfois de prendre un cours de vieux. Les vieux de 66 ans, vous les voyez, ils ne veulent pas vieillir du tout. Quel est le secret pour l'éternelle jeunesse de la radio, selon vous, fidèle auditeur? Le secret pour l'éternelle jeunesse de la radio, c'est d'être toujours à la page avec l'évolution des nouvelles technologies et de toujours faire confiance aux jeunes. De les recruter et que les jeunes suivent les pas des grandes personnes, des aînés, dans le milieu professionnel. Et par là, je crois que la radio pourra toujours vivre longtemps, aussi longtemps que possible. Alors, on nous le souhaite vivement, on vous le souhaite aussi, hein, à vous, fidèles auditeurs de la radio. Merci à vous, Anselme Diabouat, d'avoir honoré notre rendez-vous sur ce plateau. On vous souhaite un bon retour, toujours en compagnie des programmes de la radio nationale, mais aussi en compagnie des programmes de BB24 dorénavant, puisque vous l'avez promis sur ce plateau, d'être aussi un fidèle téléspectateur.
Ok, c'est terminé pour la rubrique Espérin qui faisait la part belle à la radio nationale qui célèbre ses 66 ans d'existence. À présent, nous passons à une autre rubrique, le monde agricole. Voilà, le monde agricole ce soir s'intéresse aux plus précoces. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Assum Gaba et l'invité du monde agricole sont déjà dans ce studio, mais avant de les recevoir, je vous invite à suivre ce reportage de Marcel Betoro. Janvier, février et déjà de grandes pluies sont enregistrées. Au Bénin, le phénomène est récurrent. Certains producteurs parlent même de la grande saison pluvieuse, des pluies qui, selon les travailleurs de la terre, n'auraient pas leur place dans le calendrier agricole. C'est des pluies anormales parce que depuis que nous, on était jeunes, sinon on était enfants, nous, on n'avait pas connu ce genre de pluie. La saison sèche, c'est à partir de décembre, janvier, février jusqu'en mars. Et la saison des pluies, c'est à partir d'avril. Et le temps de Pâques, c'est en ce moment que les pluies commencent. Et on dit les pluies de Pâques. Et quand les pluies de Pâques tombent, les agriculteurs, les producteurs, ils vont au champ pour mettre les maïs, haricots dans le sol. Mais en cette période où nous traversons, depuis décembre, janvier, février, les grandes pluies ont commencé à tomber. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Une situation qui visiblement constitue un casse-tête pour les agriculteurs béninois. Ces pluies ne sont pas forcément favorables à la semence. Pour les maraîchers, elles causent plus de dégâts. Cette période que nous traversons, il y a l'inondation déjà qui est sur le site. Il y a des légumes qui sont déjà dans l'eau. Et nos légumes tels que les vénonias, les amarantes, etc., sont en train de traverser un temps difficile. Même les composts que nous apportons, les fientes que nous apportons à ces légumes, l'évolution de ces légumes ont des difficultés pour évoluer. Malgré ces intempéries notoires, le site de maraîchage de Ruihop bat son plein. Producteurs et commerçants se donnent la main pour satisfaire la population. On note une hausse du prix de certains produits. Vous allez au marché maintenant, les prix de carottes ont augmenté. Les salades coûtent un peu cher ces derniers temps. Et cela est dû à l'eau surtout. Comme c'est le maraîchage, nous on n'a pas une période fixe. On n'a pas une période où il faut faire telle culture, il faut faire telle culture. À l'évidence, des pluies anormales sont là. Il ne faut surtout pas les confondre aux pluies de la grande saison pluvieuse. En attendant des recherches plus approfondies sur les causes des changements climatiques, les agriculteurs n'ont qu'une solution, implorer Dame Nature pour sa clémence. Voilà, mesdames et messieurs, le monde agricole se poursuit. Merci à vous de nous préférer. Assum Gaba est déjà sur ce plateau avec son invité. Assum Gaba, bonsoir. Bonsoir, Agnat Onifade-Bello. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ce soir, on vous voit dans une rubrique sur laquelle on ne vous voit pas souvent. Hein? C'est vrai, je suis au champ ce soir. On peut le dire ainsi. Comme je le dis souvent à Karamata-Bataou, le monde agricole, c'est dans les champs. C'est dans les champs, bien sûr. Voilà, c'est dans les champs. Et on y retrouve, bien sûr, monsieur Jacques Balogun, qui est un exploitant maraîcher. Avec lui, nous allons donc parler ce soir de ces pluies précoces. Vous les avez annoncés. On a suivi également dans le reportage les dégâts causés déjà par cette pluie. Il faut dire que c'est une situation, on se pose en tout cas la question de savoir si c'est une situation bénéfique pour les agriculteurs. Quand on connaît l'importance de l'eau en matière d'agriculture. Bonsoir, monsieur Jacques Balogun. Bonsoir. Alors, on se retrouve ce soir autour de ce sujet. On se demande si ces pluies précoces sont bénéfiques pour vous ou c'est une situation malheureuse. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier pour m'avoir invité sur ce plateau. Parlons des pluies précoces qui ont commencé depuis le mois dernier. C'est totalement une situation anormale qui d'abord n'arrange pas du tout les producteurs. Ah oui? Du fait que ces pluies viennent de façon précoce bouleverser le calendrier culturel de nous les producteurs, changer notre système de production
on est confronté à des situations que nous-mêmes on se pose des questions sans réponse. Sans réponse, c'est vrai. Donc, vous avez, en tant qu'exploitant agricole, vous avez un calendrier que vous établissez. Normalement. Et dans ce calendrier-là, qu'est-ce qui est marqué? Est-ce que c'est le jour du labour, le jour des semis, ou c'est par rapport aux différentes cultures que vous faites? Merci beaucoup. Par rapport au calendrier culturel, moi, je vais quand même partir de la généralité de non-producteurs maraîchers et aller spécifier cette généralité autour de la commune de Semekpodi, où nous, notre calendrier culturel part normalement d'un temps qui commence au début saison des pluies, qui s'annonce à partir du première quinzaine du mois de mars, et quand on commence la première production dans notre commune, pour finir à la grande saison qui finissent dans les mois de août, octobre par là-bas. Voilà. Maintenant, ce calendrier est bouleversé parce que le temps est encore devant et nous voilà en face des pluies qui s'annoncent, 6e, 7e pluie aujourd'hui, auxquelles nous, on se demande quand est-ce qu'il faut commencer, quand est-ce qu'il ne faut pas commencer. Ok. En attendant, oui, Hachem Gaba, je me demande comment se réaménager rapidement pour ne pas subir que les répercussions, pour pouvoir quand même en tirer profit. Non, au fait, les premières pluies qui ont commencé dans le mois de février, nous, on ne pensait pas que ça allait se répéter. Voilà la répétition de ces pluies qui cause aujourd'hui, qui nous bouleverse et on est obligé de commencer la saison. Et ce qui nous attend devant, on ne sait pas. Ça peut couper comme ça peut continuer. Est-ce que vous avez posé la question quand même aux chercheurs de savoir en réalité si cette pluie-là va s'arrêter ou si elle va continuer ou si la saison pluvieuse normale va commencer et se dérouler normalement? Non, si aujourd'hui on est en train de poser la question de savoir si la saison pluvieuse normale va encore commencer et on est déjà sous les dégâts de cette saison qui a commencé, alors là c'est encore une autre forme de retard que nous-mêmes on se donne. Là, on est obligé de s'adapter rapidement et commencer par travailler. Donc, vous vous êtes adapté? Rapidement, et on a commencé par travailler parce que normalement, en cette période, on ne serait pas encore en train de faire les semis, les repiquages. On attend un temps à partir du 15-20 mars pour commencer les pépinières et lancer les trucs à partir du mois d'avril-mai. Nous voilà en phase des pluies qui ont commencé. On est obligé de changer rapidement notre calendrier culturel et s'adapter rapidement à la saison pour pouvoir au moins rentabiliser un peu le système culturel de notre commune. Donc, il n'y a que vos calendriers qui sont bouleversés, on peut le dire ainsi. Oui. Il n'y a que le calendrier. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas de dégâts dus à l'inondation. Pas que nos calendriers. Quand je prends la commune de Semekpodi aujourd'hui, où on a deux formes de production. En contre-saison, nous, on va vers les bas-fonds pour travailler. Aujourd'hui, les cultures qui sont déjà installées... Parce qu'en contre-saison, il y a moins d'eau. Il y a moins d'eau, on va vers les bas-fonds pour travailler. Les cultures qui sont installées déjà dans les bas-fonds aujourd'hui sont totalement inondées. Où nous sommes en face d'une perte où on ne peut même pas encore quantifier la valeur de ça. Parce que toutes nos productions sont déjà dans l'eau, où on se demande comment faire maintenant pour s'adapter maintenant sur la terre ferme, pour envoyer un peu le minimum pour retourner à la terre ferme. Parce qu'il y a une période où nous, on se donne à la production du bas-fond pour pouvoir avoir le retour de ce capital qui a été quand même investi dans cette bas-fond pour la production sur la terre ferme. La terre ferme. D'accord. Alors, donc ça veut dire que vous avez beaucoup à faire. Est-ce que c'est ça qui justifie la cherté des produits aujourd'hui sur le marché, surtout les produits agricoles, les produits maraîchers? Surtout par rapport à la cherté des produits maraîchers aujourd'hui sur le marché, ça contribue à cela. Parce que lorsque tu lances une production et que du jour au lendemain, tu viens juste par l'aléa climatique qui s'imagine pas les plus précoces, or tu viens le matin, tu vois toutes tes productions dans l'eau, où tu n'as même rien à faire face à ça. La production est déjà dans l'eau, tu es obligé maintenant de retourner les mains vides. Toi, en tant que producteur. Deuxièmement, la commerçante qui vient chercher pour amener tes productions en maturité au marché, elle sort de la maison, elle n'a pas de production pour amener au marché. Du coup, la cherté de marché se crée et la flambée des prix s'opère sur le marché. S'opère sur le marché, donc c'est ce que nous remarquons ces derniers jours. Exactement. Alors, à l'avenir, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire, vous d'abord à votre niveau en tant que producteur, pour souvent
minimiser quand même les conséquences liées à ces risques-là? Là, ça laisse croire beaucoup d'autres réflexions autour de ce sujet où, du fait qu'on ne maîtrise pas les temps, du fait qu'on ne sait pas de façon concrète ce que demain nous réserve, le producteur agricole ou maraîcher vit souvent dans l'espoir. D'accord. Assome Gaba, je me demande si ce n'est pas le moment plutôt d'aller vers un type d'agriculture qui n'est pas fonction justement du temps. Oui, fonction du temps. Lorsqu'on parle du maraîchage, aujourd'hui au Bénin, c'est nécessairement lié au temps. Lié au temps parce que chaque culture, d'abord chaque spéculation a son temps où il faut le faire. Oui. On prend la production par exemple de tomates. Toutes les variétés de tomates que nous on a aujourd'hui au Bénin ne répondent pas à toutes les saisons. Il y a les tomates de contre-saison, il y a les tomates de saison favorable, de même sorte que les carottes, les formes de spéculation que nous, les maraîchers, nous pratiquons sur nos champs respectifs sont liées souvent aux saisons. Et lorsqu'on va extrapoler, faire ces analyses et dire que bon, on va passer d'une production pluviale à une production irriguée ou je ne sais pas quoi dire, bon, on aura toujours un problème lié à notre... D'accord, on ne pourra pas avoir les mêmes spécificités. Exactement, oui. Mais vous créez donc ces situations-là en allant par exemple à l'agriculture au sol, l'agriculture sous serre et tout ça, c'est bien possible. Exactement. Lorsqu'on parle de l'agriculture au sol, c'est encore une autre paramètre du monde agricole où, avant de dire dans un pays où on veut développer l'agriculture au sol, on sous-entend que la superficie que nous avons est déjà emblavée dans sa totalité, où la terre nous manque. Alors, il faut partir maintenant à une autre forme de l'agriculture pour pouvoir rapidement réfléchir et développer ce système. Aujourd'hui, quand on prend le Bénin, on n'a même pas encore occupé les 20% de notre terre qui est disponible à notre portée pour faire l'agriculture dont on parle. Mais développer l'agriculture au sol serait donc deux activités parallèles qu'on ne pourra pas gérer en commun. Alors, vous pensez qu'on peut faire quoi exactement pour pallier ou est-ce qu'il faut croiser les bras? Parce que là, on a l'impression qu'il faut juste croiser les bras et subir. Si on croise les bras, on va toujours subir. Maintenant, on serait toujours en train de réfléchir pour voir, parce que c'est affaire de saison. Et Dieu seul détient le temps et la saison. Et si face à ça, on serait en train de réfléchir et Dieu va nous trouver une porte de sortie. Parce qu'on a quand même vu avec ces pluies-là, à Kandi, par exemple, on a vu qu'il y a eu d'énormes dégâts, des hectares de champs de coton, de maïs, de sorgho et autres inondés. Vous voyez que ça appelle à une politique générale, politique nationale, pour pouvoir maîtriser ces genres de situations, ces genres d'aléas. Là, pour rapidement chercher un palliatif à la situation, c'est de créer des retenues d'eau où, face à ces situations anormales de température ou de saison qui viennent par moment, ces eaux qui viennent bouleverser notre calendrier culturel, qui viennent détruire nos productions sous nos mains, vont être canalisées pour quelque part afin que nos productions au moins soient peut-être récupérées pour des fins vraiment normales. Assome Gaba, moi je crois que l'inquiétude elle est grandissante, puisque si on doit rester dans les mêmes dispositions, c'est possible qu'une année on parle de problèmes de faim au Bénin, puisqu'il faut avoir des cultures au marché et les acheter pour pouvoir manger. On ne mangera pas le franc CFA. Ça fait qu'on a beaucoup de produits maraîchers qui viennent donc des pays environnants. Vraiment, on aura le temps, bien sûr, d'aborder aussi cette question très prochainement pour parler de la maîtrise du marché agricole, surtout au Bénin. Puisqu'on constate également que quand ces produits-là quittent les autres pays pour venir ici, c'est avec des prix abordables. Du coup, le consommateur va vers ces produits au détriment de ceux qui des produits qui sont là. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jacques Balogun. C'est à moi de vous remercier. J'espère qu'on vous aura pour ce sujet de la maîtrise des marchés agricoles au Bénin. Merci Agnès Bello. Merci à vous, Assome Gaba. Mesdames et messieurs, le monde agricole s'achève ainsi. Nous passons à présent à une autre rubrique, Nature et bien-être.
Dans Nature et Bien-être ce soir, nous nous intéressons à la cardiopathie congénitale. De quoi il s'agit concrètement? Comment se prémunir de ce mal? On en parle avec, bien sûr, Yasmine Damata et son invité, mais ce ne sera pas avant de suivre ce reportage. Physique semblable, très identique. Ces enfants ne doivent pas leur ressemblance à des grossesses jumellaires, mais à un mal commun, la trisomie 21. C'est une anomalie génétique et non une maladie. Cette anomalie est liée au chromosome, le 47e, donc un autre chromosome, qui viendra se fixer maintenant sur le chromosome 21. Un chromosome supplémentaire qui bouleverse la constitution et le développement normal du fœtus. Les conséquences à la naissance sont visibles. Et la morphologie et la faculté mentale de l'enfant, tout les différencie. D'abord, ils ont un cou qui est plus court que d'habitude et le dos du crâne qui est plat. Ils ont souvent un petit nez qui est avec les narines retroussées. La bouche est souvent ouverte avec la langue qui est un peu protuse et qui semble grosse. Lorsqu'on regarde la paume de leurs mains, ils ont juste une ligne transversale. Alors qu'habituellement, nous tous, nous en avons au moins 3. Donc, et ils ont des mains avec les doigts un peu courts, un peu trapus. Et la même chose aussi au niveau des pieds. Les enfants ont une déficience intellectuelle. Ils ont du retard à parler, ils ne parlent pas bien, ils ont du mal à comprendre, du mal à analyser les situations, du mal à s'adapter. On sait que les hommes qui sont trisomiques sont stériles. Par contre, une femme trisomique a 50%, je ne sais pas, de risque, on va dire, de faire un enfant trisomique. Maladie génétique donc, ni contagieuse, ni héréditaire selon les spécialistes. Toutefois, il y a des facteurs favorisants. Cette malformation survient généralement chez les femmes âgées. Au Bénin, essentiellement, les études ont montré qu'une femme, après 25 ans, a un risque sur 700 ou 1 sur 1000 pour faire des enfants trisomiques. Mais plus l'âge avance et plus le risque est plus important. Mieux vaut donc s'y prendre tôt pour éviter des complications congénitales. Ces enfants à caractère particulier ont besoin de plus d'attention et d'accompagnement. Lorsqu'on s'en occupe bien, on améliore leur qualité de vie et on améliore aussi leur espérance de vie. Parce qu'ils vieillissent très, très vite, mais ils peuvent aller au-delà de 50 ans. Une espérance de vie qui est fonction du soutien. Les parents doivent donc faire attention à tout élément ou signe inquiétant concernant les enfants. Lorsque un parent découvre que son enfant n'évolue pas comme les autres, il ait le courage de venir voir un médecin pour qu'on puisse lui expliquer exactement de quoi il s'agit et ce qu'on peut offrir à cet enfant-là pour lui permettre vraiment de se développer assez bien aussi. Merci à Marianne Boissemede pour ce sujet sur la trisomie 21. Yasmine Damata et son invité nous ont rejoint déjà. Yasmine Damata, bonsoir. Agnès Bello, bonsoir. Comment vous allez? La pluie de Alors ce soir, vous avez choisi de vous intéresser à la cardiopathie congénitale. Et vous me direz peut-être pourquoi, mais en attendant, je présente votre invité, Komla Gossou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes gynécologue et un habitué dorénavant du plateau du Grand Rendez-vous. Oui. Merci de nous trouver cette petite 15 minutes-là nécessaire à votre expertise sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Yasmine Damata, votre invité, il est à vous. Docteur Agossou Clermont, bonsoir. Avec vous, nous allons parler de la cardiopathie congénitale, une maladie qui touche environ 1% des enfants dès la naissance. Elle est peut-être rare, mais on l'a tout souvent, même jusqu'à l'âge adulte. Vous pouvez déjà nous dire, c'est quoi la cardiopathie congénitale? Alors, un peu comme vous le disiez, la cardiopathie congénitale, c'est une maladie, je veux dire, parce que cela ne se manifestera pas des signes anormaux,
mais c'est plus une anomalie de formation, donc des organes particuliers. C'est le cœur, cette fois-ci. Donc, la cardiopathie congénitale est une maladie qui va être induite par des anomalies au niveau du développement du cœur. Ces anomalies qui sont survenues à un moment ou à un autre pendant le développement de l'embryon ou du fœtus. Mais ces malformations du cœur, comment elles se manifestent? Alors, chez l'enfant, ces anomalies peuvent se manifester dès la naissance ou se manifester plus tard. Donc, dès la naissance, il peut y avoir des anomalies, des manifestations au niveau de l'adaptation à la vie. La respiration, par exemple? L'enfant vient de naître, il respire plus rapidement qu'il ne faut, mais surtout, il y a une coloration bleutée des extrémités, donc les mains, les paumes des mains, les plantes des pieds, les muqueuses au niveau des lèvres sont également bleues. Sont bleutées chez les personnes de race caucasienne, donc les blancs. Mais pour nous, peau noire, on a les extrémités plus sombres. D'accord. Donc, nous, on ne manifeste pas une cyanose bleue, mais la cyanose, ça rend notre paume sombre, puisque nous avons une pigmentation qui fait de sorte que la coloration bleue devient plus sombre, disons noirâtre. D'accord, mais est-ce que cela se détecte vraiment facilement? La sage-femme qui accouche, par exemple, est-ce qu'elle peut tout de suite se rendre compte justement que cet enfant a ce mal-là? Oui, pour ces formes graves, oui. Pour ces types de cardiopathie qui donnent la cyanose, donc la coloration des extrémités et les difficultés respiratoires à la naissance, oui, la sage-femme est au courant tout de suite. Le gynécologue ou l'accoucheur est au courant tout de suite, puisque un examen systématique du nouveau-né se fait dès la naissance. Oui. Quand on fait mieux, même, c'est les pédiatres qui reçoivent les nouveau-nés, donc ils les examinent sous toutes les coutures à la naissance. Donc, c'est possible de détecter un certain nombre de ces cardiopathies dès la naissance. D'accord. Mais avant même la naissance du bébé, est-ce qu'il n'y a pas moyen de détecter déjà la cardiopathie au niveau de l'enfant? Alors, la cardiopathie peut être détectée au cours de la vie intra-utérine. Donc, cela est possible grâce à l'examen échographique. Donc, l'échographie, qu'on va dire échographie morphologique, est une échographie particulière qui se fait autour du 5e mois de la grossesse, donc entre la fin du 4e mois et début du 5e mois. Le début ou la fin du 5e mois, c'est la période pendant laquelle on peut détecter déjà. On détecte facilement à l'échographie. Oui, mais est-ce que les gynécologues réclament justement cette échographie-là à ce moment-là? Est-ce que c'est systématique? Cela fait partie du plan du suivi normal d'une grossesse. Le reste qui peut se poser comme problème, ça peut être lié aux moyens, ça peut être lié à la compréhension que la gestante a des informations qu'on lui a communiquées, ça peut être lié à son éducation simplement, qui ferait que, bon, elle ne voudrait pas faire une échographie de plus. Oui, elle ne voudrait pas faire une échographie de plus, mais quels sont déjà les facteurs qui peuvent pousser la maman à développer, à donner à son enfant, mais voilà, à ce que son enfant fasse une cardiopathie congénitale? Alors, les cardiopathies congénitales peuvent survenir chez des femmes qui ont des antécédents familiaux. Par exemple, une femme qui, dans sa famille, a eu des frères, des cousins qui ont eu une cardiopathie congénitale, doit s'inquiéter de fouiller. Héréditaire, oui, c'est pas héréditaire, mais il y a un risque génétique. Donc, ce n'est pas systématiquement parce que dans la famille, j'en ai eu que moi, je vais en avoir, mais je risque plus d'en avoir que les autres. Voilà, donc il faut contrôler. Voilà comment on va prendre en compte cette notion. Il y a aussi certaines maladies dont la survenue au cours de la grossesse peuvent donner la rubéole, par exemple. C'est une maladie évitable, par contre, puisque la vaccination existe.
Et dans le programme élargi de vaccination, c'est autour de 9 mois. Yasmine Namata, le temps est terminus, parti. tout le monde descend. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Il y a 66 ans aujourd'hui, la radiodiffusion nationale émettait ses premiers signaux. Quel bilan peut-on faire après plus d'un siècle d'existence? Les programmes diffusés par les médias tiennent-ils toujours compte des enfants? Quels sont les programmes à diffuser pour permettre aux médias de jouer leur rôle d'éducateurs? Les réponses dans un instant. Avoir des femmes leaders peut impacter le développement et permettre l'atteinte des objectifs de développement durable. Une rencontre internationale s'y consacre, à suivre dans un instant. Aujourd'hui, 7 mars 2019, la radiodiffusion nationale célèbre ses 66 ans de vie, un parcours jonché de difficultés et pourtant elle résiste et s'adapte malgré les nouveaux enjeux liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Radio nationale, 66 ans après, état des lieux et défis, c'est un reportage signé Mathieu Sokeno, Ulvaïs Balogun. 66 ans de vie et pourtant elle n'a pris aucune ride. La radiodiffusion nationale continue aujourd'hui de faire le bonheur de ses auditeurs. Mais aussi la toute première chanson de notre playlist ce soir. Il était une fois Radio Cotonou. L'histoire a démarré comme pour toutes les radios dans un petit local. Et c'était une prouesse technologique à l'époque pour les populations dahoméennes qui suivaient les premières émissions de ce qui est aujourd'hui Radio Bénin, mais qui avait commencé ce jour du 7 mars 1953. L'histoire, c'est l'histoire des hommes, des responsables qui se sont succédés à la tête. C'est l'histoire des pionniers, c'est l'histoire des programmes également qui se sont succédés. De Radio Cotonou, en passant par Radio Dahomey, la voix du progrès, la voix de la révolution et aujourd'hui Radio Bénin, les pionniers se souviennent de leur début. Je puis dire que c'est cette radio qui m'a fait. J'ai découvert le métier à l'ancienne maison de la radio. Moi, par exemple, quand j'étais venu à Radio Cotonou, c'était pour parler dans un premier temps le beau. Bon, un jour, j'étais assis et Jean Devano est venu me voir. Il me dit, tu as quel niveau? J'ai donné mon niveau. Il dit, tu es là, il faut venir à la rédaction. La radiodiffusion nationale, 66 ans après, c'est du 109. Ici, nous parlons de radiodiffusion nationale, nous parlons de 3 chaînes. Radio Bénin, la chaîne mère. Radio Bénin à la FIA qui aura 4 ans. Et Atlantique FM, la chaîne pour les jeunes. La 3e chaîne, et c'est l'ensemble de ces chaînes-là qui forment la radiodiffusion nationale. Malgré l'évolution de la technologie, Radio Bénin reste présent dans l'ère du temps. On ne va pas se leurrer, nous sommes à l'ère de la vidéosphère que les gens veulent, en plus d'écouter, veulent voir. Et pour résister, pour exister, il faut forcément aller sur cette perspective-là, et nous espérons qu'au cours de cette année, nous pourrons proposer aux gens qui sont sur les différentes plateformes de diffusion de la vidéo, de certaines de nos émissions enregistrées en studio, comme si on était à la télé. Et bien entendu, la diffusion radio pure et simple va continuer, mais c'est une offre en plus. Vu que la plupart de nos auditeurs ont changé d'habitude, que certains sont beaucoup plus sur les plateformes que derrière le transistor, il faut aller les chercher là où ils sont. L'ambition aujourd'hui est de faire face aux défis de l'heure, améliorer l'offre avec un programme alléchant pour accroître l'audience et atteindre le plus d'auditeurs que possible.
La communauté internationale a célébré hier la journée mondiale de la radiodiffusion et de la télévision en faveur des enfants. Depuis longtemps, les médias audiovisuels jouent un rôle important dans la formation de l'homme. Faut-il laisser les enfants regarder la télévision ou écouter la radio? En quoi les médias audiovisuels participent-ils à l'éducation des enfants? Suivez les réponses de ces questions au micro de Edwige Agosso et Lazare Migan. La mission des médias, de façon générale, on le dit, c'est informer, éduquer et divertir. L'éducation des enfants appelle une responsabilité des adultes parents comme des adultes professionnels des médias. Les parents ont la responsabilité de ne pas exposer leurs enfants à des contenus qui peuvent les perturber. Mais de la même façon, les professionnels des médias ont le devoir de réguler les contenus de manière à ce qu'ils ne viennent pas porter atteinte à l'éducation de l'enfant. C'est un regard qu'il faut avoir en permanence sur chacune des choses qu'on diffuse quand on est professionnel des médias, mais auxquelles on expose son enfant quand on est parent. Les parents contrôlent étroitement ce que regardent leurs enfants, qu'ils les éduquent même à regarder les médias, parce que c'est une chose qui est toujours possible. Il est possible de dire à un enfant, ce programme-là, tu ne dois pas le regarder pour telle et telle raison. Et si par hasard, si d'aventure, l'enfant est exposé de façon impromptue à quelque chose qu'il ne devrait pas voir, le plus important, ce n'est pas de se précipiter sur la télécommande pour couper le programme. C'est au contraire d'être capable après coup d'en parler avec l'enfant, de resituer ce qu'il a vu, d'expliquer et de l'accompagner par rapport à ce à quoi il a pu être exposé. C'est un travail continu d'éducation qui relève de la responsabilité des adultes que nous sommes. Comme l'ensemble de nos organes audiovisuels, la Radio nationale prend sa part dans le développement. Peut-être pas de façon encore totalement aboutie, puisque pour ce genre de choses, il faut véritablement agir en fonction d'une politique bien définie, avec des objectifs qui sont tracés, avec des échéances aux besoins, avec un contact permanent avec son environnement pour comprendre les besoins, les attentes et s'y conformer pour produire des programmes qui permettent d'aller d'un point A à un point B. Mais ce qui est sûr, c'est que d'une manière ou d'une autre, chacun de nos organes prenne leur part dans la participation au développement. Comment le leadership féminin peut contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD? Étudiants et spécialistes des questions de développement à travers des communications et des études vont tenter d'y répondre au cours d'un colloque qui se tient à l'UAC. Évariste Zomao et Nokorumbati. Quand les femmes participent aux activités du foyer, qu'il y a amélioration du foyer. L'autonomisation de la femme est gage d'un ménage épanoui et par ricochet d'une nation prospère. Malheureusement, hommes et femmes ne jouissent toujours pas des mêmes privilèges au sein de la société. Sur le plan économique, bien d'enquêtes réalisées confirment la condition sociale actuelle de la femme en Afrique et plus précisément au Bénin. Nous avons constaté que le bien-être s'accroît à plus de 75% dans ces ménages sur les questions de l'alimentation. Au moins 3 repas par jour. À 75% aussi, nous avons constaté que dans l'éducation des enfants, surtout des filles, il y a une amélioration. Et à 68% pour ce qui concerne de l'accès à la santé. Les femmes n'attendent plus que leur mari rentre avant d'emmener un enfant qui est fiévreux à l'hôpital. Fort de ces considérations, l'axe 5 des objectifs de développement durable ODD promeut l'égalité entre les sexes. Nous pensons que dans les ateliers, il serait utile de regarder les différents aspects en lien avec les 17 objectifs de développement durable. Comment est-ce que l'accroissement du leadership des femmes peut permettre d'atteindre le premier objectif de développement durable sur la pauvreté, quand bien même le 5e qui est essentiellement sur l'égalité des sexes. Mais nous pensons ici qu'il ne s'agit pas seulement de regarder l'objectif 5, mais de travailler de manière transversale à ce que ces différents objectifs intègrent les questions liées à l'égalité des sexes, mais aussi à l'équité et à l'inclusion des différents groupes sociaux. Réunis ici,
Étudiants et spécialistes des questions de développement réfléchissent sur le lien entre leadership féminin et promotion des objectifs de développement durable. Une femme épanouie, c'est toute la population épanouie, c'est toute la nation épanouie. Et c'est ce que nous voulons pour notre pays en fait. Donc on ne se cale pas sur le fait que voilà, nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin et que la femme est là pour rester à la maison, pour s'occuper des enfants. Elle n'a pas droit à participer aux prises de décision, non. Mais qu'on encourage ces femmes déjà à faire ce qu'elles font et à bien le faire pour qu'on atteigne vraiment la réalisation de ces objectifs de développement durable. Les efforts en faveur de l'émancipation de la femme en Afrique restent entravés par beaucoup de barrières, des barrières qu'il faudra sauter d'ici 2030 pour répondre au rendez-vous des ODD. La Banque mondiale vient d'octroyer à Madagascar un financement de 150 millions de dollars, soit environ 15 milliards de francs CFA pour l'amélioration de l'accès à l'électricité des populations. Ces fonds ont été obtenus par le biais de l'Association internationale de développement. 1,7 million de personnes devraient bénéficier de ce projet, au nombre desquelles 10 000 entreprises et 750 centres de santé. L'atteinte de cet objectif sera possible grâce aux outils de planification de pointe et aux technologies à faible coût afin de maximiser le nombre de nouveaux raccordements par rapport aux dollars dépensés. La Banque africaine de développement tiendra ses assemblées annuelles en juin prochain à Malabo, en Guinée équatoriale. Nous sommes déterminés à faire de ces assemblées annuelles dans notre pays un succès des plus retentissants qui renforcera notre prestige national, car un événement avec plus de 3000 participants n'est pas une mince affaire, a martelé Bernardo Abagandong, coordonnateur général du Comité national technique équato-guinéen en charge de l'organisation des assemblées annuelles. Le thème retenu en 2019 par la Banque pour ces assemblées annuelles est l'intégration régionale, une des 5 grandes priorités stratégiques de l'institution. C'est la fin de ce journal. Retrouvez Ulvaeus Balogun demain à 12h45. Nadia Sani pour ce menu si alléchant. On vous retrouve donc semaine prochaine. En attendant, le dernier plateau du Grand Rendez-vous peut s'installer. Horizon Culture. Horizon Culture ce soir nous permet de nous intéresser justement à la participation du Bénin au dernier FESPACO. Donc le FESPACO 2019, étant-nous suffisamment bien représentés? On en parle tout à l'heure avec Jennifer Sativier, son invité. Mais avant, nous allons suivre cette interview réalisée par Jérôme Rungbo, au lauréat du meilleur film École. Félicitations pour ta brillante réussite au bac, Brian. Merci papa, je vous la dois. Malgré ton état de santé précaire, tu as persévéré. Et tu as déjà fait le choix de ta filière? Oui papa, je veux étudier les arts plastiques. Les arts plastiques? Oui, je veux devenir un grand artiste comme Picasso. Ah non, je ne crois pas que ce soit un bon choix. Le titre de mon film, c'est Incompris. Incompris qui est un court-métrage de 13 minutes 30 secondes. C'est un immense plaisir pour moi. C'est un honneur, parce que c'est quand même les couleurs nationales qui ont été représentées à Ouagadougou pour ce conteneurs du FESPACO. Et pour quiconque, avoir des retours positifs, ça a toujours été une grande joie. Et je profite de l'occasion déjà pour dire un grand merci à cette école qui m'a formé, l'ISMA, parce que je suis allé en catégorie film d'école et j'ai eu le premier prix. Donc c'est un immense plaisir pour moi, un honneur, une grande joie pour cette école, pour la nation et pour toute cette équipe qui a quand même œuvré pour la réalisation de ce film. Dès que vous avez de la détermination, vous avez un objectif, vous avez un but et que vous vous battez pour ce but, vous y arrivez forcément. Il n'y a pas de raison à ce que la détermination joigne la passion
donne 0. C'est pas possible. Et l'autre chose, c'est qu'il faut surtout apprendre des erreurs des autres. Il ne faut pas attendre de faire l'erreur que tout le monde fait. Quand vous avez la chance de voir des gens, je dis la chance parce que c'est pas toujours on voit des gens qui font des erreurs. Donc, dès que vous avez l'opportunité de voir des personnes qui vont faire ce que vous avez envie de faire, il faut s'asseoir, tirer de cette personne-là ce qu'il a corrigé, ce qui a corrigé, ce qui a complété, et c'est ce qui fera votre force quand même. Je suis incompris, Voilà, Jennifer Sativi, bonsoir. Bonsoir Agnès. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Étiez-vous au FESPACO? Non, je n'y étais pas malheureusement. Vous l'avez Mais notre suivi? invité y était. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle. Happy Goudou, un habitué du plateau d'Horizon Culture, hein, depuis Assem Gaba en passant par Jennifer Sativi. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci et bonsoir aux chers téléspectateurs. D'accord, donc avec vous, on s'intéresse à la participation du Bénin au FESPACO 2019. Jennifer Sativi, on peut y aller. Oui, donc pour cette édition du FESPACO 2019, le Bénin a remporté un prix. C'est de ça que l'interviewé parlait tout à l'heure, le prix du meilleur film école. Et puis voilà, on en parle avec Happy Goudou. Bonsoir Happy. Bonsoir Jennifer. D'accord, notre interviewé dit qu'il est très content de ce prix. Quelles sont vos impressions? Ah ben oui, je suis béninois, je ne peux qu'être content. Content dans un premier temps parce que j'ai toujours dit aux acteurs du cinéma béninois qui bat de l'aile. Le cinéma au Bénin, c'est certainement la dernière des disciplines artistiques à s'exprimer et moins compétitif pour le Bénin. Et donc, j'ai toujours mis l'accent sur la formation. Et je disais même sur une émission, un forum animé par Assium, avec comme invité le directeur général du Fonds des arts et de la culture, j'ai proposé que les subventions qu'on remet aux acteurs du cinéma, soi-disant réalisateurs qui veulent à tout prix faire des productions au Bénin avec des matériels de fortune ou bien occasionnels, hein, comme ça, ou des films que moi, je qualifie de films alimentaires, c'est saupoudrage. Pour moi, c'est un saupoudrage et qu'il fallait mettre fin à la subvention sur 2 ou 3 ans et investir ce qu'on doit leur remettre pour une production dans leur formation. Parce que pour la plupart, ils sont formés sur l'État. Des gens qui ont peut-être commencé par l'infographie ou bien qui ont commencé par être humoristes. Et après, voilà, on les met, ils commencent par réaliser des vidéos. Et étant vidéastes, au lieu de prendre en compte qu'ils sont des vidéastes, ils veulent être des cinéastes. Donc, est-ce que on peut dire que c'est parce qu'il a été formé école qu'il a eu le prix? Non, mais vous allez voir au Bénin que tout ce qui a fait rayonner le Bénin au plan du cinéma et qui a été produit ici par des Béninois vivant au Bénin ne sont que écoles. Et c'est grâce à une école de la place que, voilà... Nous avons eu aussi l'année dernière les talons d'argent de Sylvestre Amoussou. Oui. Qui ne s'est pas fait former dans cette école. Exactement. Non, mais ce que je dis, j'ai dit pour les Béninois qui vivent ici. Ça veut dire quoi? Sylvestre Amoussou, il vit en France. Il a côtoyé les grandes écoles. Il a fait aussi une grande école. Et donc, Sylvestre Amoussou, réalisateur, a toujours fait parler du Bénin au FESPACO. Et donc, c'était même pas les talons d'argent, son premier prix au FESPACO. Il avait déjà eu le prix donc, du meilleur interprète masculin au FESPACO 2015 avant d'avoir les talons d'argent. Donc, ce prix avec un pas en avant les dessous de la corruption, avant d'avoir les talons d'argent avec l'orage africain, un continent sous influence. D'accord. Sylvestre Amoussou n'est pas resté au Bénin pour faire, pour entreprendre son film. Il a trouvé le financement ailleurs. Il ne dit pas forcément que l'État béninois m'aide. Mais il est venu il a fait donc ce film entièrement au Bénin ici, avec des comédiens béninois, des techniciens aussi béninois, ou beaucoup d'autres venus de France et d'ailleurs. Du coup, il faut avoir la nuance de ce que je dis. J'ai dit que ceux-là qui se disent réalisateurs, qui sont au pays, la preuve, Sylvestre Amoussou n'étant pas,
porteur d'un film au FESPACO, on n'en a pas eu. Il n'y a pas eu d'autres réalisateurs du Bénin qui sont partis. D'accord. Si vous permettez, moi je me dis, ce n'est pas seulement la seule catégorie qui soit primée. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que Sylvestre Amoussou ait aussi eu celui du meilleur interprète, le jeu de nos acteurs aussi. Est-ce que cela pose un problème de formation? Pas du tout. J'ai un problème avec ceux qui se disent réalisateurs. Mais en matière d'actorat, nous avons de très bons comédiens. Et pourtant, on n'a pas de prix aussi. Non, mais il faut être distribué dans un film avant de prétendre avoir un prix. Si vous n'êtes pas distribué, vous ne pouvez pas aller. Et du coup, le talent individuel, quelque part, est reconnu. Et je vais vous donner quelques exemples. Il y a par exemple Sandra Diarro, étant interprète dans les 2 derniers longs métrages de Sylvestre Amoussou, a été identifiée. Il y a 2 ans, elle a fait partie donc, du jury du Conseil de l'Entente. Et donc, cette année, Floris Adjanaou aussi était membre du jury du Conseil de l'Entente. Et donc, vous allez comprendre que moi qui suis ici, j'ai travaillé autour des prix spéciaux de l'UEMOA. Et donc, il faut dire que le Bénin a des individualités qui sont bien et qui n'attendent que peut-être des productions sérieuses. Des productions collectives. Exactement. Donc, du coup, on ne peut pas dire que c'est parce qu'il y a manque de talent au Bénin qu'il n'y a pas de production sérieuse. Non. La preuve, Sylvestre Amoussou a gagné les talons d'argent avec la majorité de ses comédiens pris au Bénin. Donc, je me dis que sur ce plan, on peut s'enorgueillir. Et c'est parce que, justement, le théâtre, le Bénin, est la capitale du théâtre en Afrique. Parce que grâce au FITEB, on a eu, disons, beaucoup de comédiens formés comme ça, etc. Il y en a qui ont fait l'école, il y en a qui ont été formés sur le tas, qui se sont améliorés. Mais ce que je déplore au plan cinématographique, c'est que le cinéma ne s'apprend pas sur le tas, sans, disons, complément de formation. Donc, c'est ce que les gens ignorent et chaque fois, ils disent « Ouais, je suis réalisateur ». Tu ne peux pas partir donc, sur des vidéos qu'on vend dans le feu et dire que tu es réalisateur. Je suis désolé. Donc voilà un peu. Mais l'année passée, on a eu les talons d'argent et cette année, on a eu le prix du film Meilleure École. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une régression ou c'est toujours la continuité dans la performance? Quand vous tenez compte des catégories, vous pouvez dire qu'il y a une régression. Mais je dis que c'est 2 choses différentes. Parce que si l'organisateur a spécifié film d'école africaine de cinéma, c'est ça la dénomination même de la catégorie, il faut comprendre que c'est donner une place aux écoles qui forment pour le cinéma. Et donc aux jeunes réalisateurs de rêver. Et donc les jeunes réalisateurs, on a eu la chance, il y avait eu 16 films d'école. 16 films d'école et 28 courts-métrages. Et justement, c'est encore Sylvestre Amoussou, le président du jury de cette catégorie, courts-métrages et films d'école. Et ce n'est pas parce qu'il est béninois que l'autre a gagné. L'autre a eu le prix, oui. Parce qu'il n'est pas le seul membre du jury. Ils sont nombreux à être membres de ce jury et ils ont travaillé. Sylvestre Amoussou nous a confié qu'ils ont regardé tous les courts-métrages sur grand écran et les films d'école sur écran moyen dans l'hôtel et tout ça. Et ils ont travaillé de jour et de nuit. Des gens ont défendu des films. Et jusqu'au point où on arrive à considérer Incompris, qui est le film de notre compatriote Jaurès Coupé-Medji, qui a gagné le premier prix. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fait. Donc il a bien mérité. Il l'a mérité, il l'a mérité. Et moi, j'ai vu le film, je me dis, ben, un jeune comme ça qui, déjà sorti d'école, fait un film de cette qualité, il faut qu'on l'encourage à aller. Et ce sont ces genres de personnes qu'on peut financer pour des projets plus grands. Pour cette édition du FESPACO, les gens déploraient l'absence du Bénin. Le Bénin n'était pas assez représenté. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Bon, on en parlait déjà. Ce qui peut expliquer ça, c'est la prétention des acteurs. C'est-à-dire qu'il faut appeler un chat un chat. Quand vous n'êtes pas un chat, ne cherchez pas à dire que je suis un chat. D'accord? Et c'est ça qui fait que le cinéma béninois recule. Franchement, je donne des exemples simples. On ne peut pas se mettre en association parce qu'on est acteur de cinéma. Donc, je joue au cinéma, je suis comédien ou bien je suis humoriste. Je commence par faire de la vidéo. Donc, je crée une association. Après, ça évolue en fédération. On se met ensemble parce que pour créer l'association, c'est loi 1901
c'est trop facile. On va à la préfecture, on fait les formalités et tout. Donc, cela ne veut pas dire qu'on est cinéaste. D'accord, pour vous, il faut un peu plus de sérieux. C'est ça qui fait en fait le corps des cinéastes béninois. Lorsque son cinéma, on va être fier de son cinéma, c'est que au moins il y a des plateformes, il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Donc ces rendez-vous sont, disons, accessibles par sélection. Donc si vous n'arrivez pas à passer les sélections, ce n'est pas que le Bénin n'a pas envoyé de films. Le Bénin a envoyé plus d'une trentaine de films au FESPACO 2019. Et c'est un FESPACO du cinquantenaire. Et finalement, c'est un film d'école qui fait parler du Bénin à ce grand rendez-vous. Cinquantenaire, c'est une fois. Le message est compris, alors retournons à l'école. Nous devons retourner à l'école et demander humblement à ceux-là qui se disent réalisateurs de descendre et de repartir à l'école. Parce que dire que je ne peux plus m'asseoir avec un plus jeune comme Jaurès Coupé-Médi, mais lui, son nom a retenti là-bas. D'accord? Pour le Bénin. Il a gagné un prix et il est parti, il est rentré dans l'histoire. Et du coup, je dis que l'État doit encourager plus ceux-là qui s'adonnent c'est-à-dire au cinéma et qui ont un parcours académique. L'État doit plus les aider à rêver. Et ceux-là qui sont formés sur l'État et qui se disent cinéastes, trouver une façon aussi de les ramener à la formation. Exactement, il faut que l'État investisse de l'argent au lieu dans la production de leurs films qu'ils appellent cinéma. Il faut que l'État investisse plutôt dans leur formation. Pour que ceux-là, parce que je sais que si on les forme, ils seront vraiment, disons, ils vont émerveiller, franchement. Et moi, il y a longtemps, on a caressé dans le sens des poils tous ceux-là qui sont dans le cinéma. Je dis non, parce que quand le FESPACO est arrivé et que le Bénin n'a ni court-métrage, ni long-métrage dans cette édition, j'ai pleuré. Ok, donc nous retenons en fait qu'il y a le potentiel, il y a le talent, mais il faut plutôt la formation et mieux les suivre pour pouvoir remporter plus de prix. Donc merci Happy Goudou d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci Agnat Bello. Tout le plaisir est pour moi, mesdames et messieurs. On ne repart pas à bredouille du FESPACO. On a quand même eu un prix. On espère que pour la prochaine édition, on en aura davantage. Ce qui est sûr, le message est passé. Un peu plus de formation pour nos cinéastes. Le Bénin y gagnera davantage. Horizon Culture, c'est terminé. Le grand rendez-vous aussi, mais ce ne sera pas sans le rappel de la météo. Notre instant citation à présent, la radio marque les minutes de la vie, le journal Les Heures, le livre Les Jours, c'est une citation de Jacques de Lacretelle. La radio marque les minutes de la vie, le journal Les Heures, le livre Les Jours, c'est une citation donc de Jacques de Lacretelle, une citation que nous avons voulu vous proposer puisque vous le savez, aujourd'hui la radio nationale est à l'honneur
soit en 6 ans d'existence dans une vie. C'est très important. Merci à vous de nous avoir honorés de votre présence tout au long de ce numéro du Grand Rendez-vous. Je vous retrouve encore demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.